Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal sur sur Géopolis Télévision, bienvenue. Vous êtes des millions à nous suivre, voici les titres de l'actualité. Au sommaire, la ville de Belém, capitale de l'État du Pará, dans le nord du Brésil, qui accueille cette semaine le représentant de 143 pays, dont près de 100 chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, a fait des déplacements justement pour défendre la vision de la RDC sur les changements climatiques. Le détail dans ce journal. Au sommaire également, à Lubumbashi, où une rivière est polluée après l'écoulement de déchets dans une entreprise minière. Le ministre des Mines a fait le déplacement de Lubumbashi justement pour constater les dégâts. Les détails également dans cette édition du journal. Nous allons aller au Mali pour parler justement de la situation minière sur place. Ça sera également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Géopolis Télévision. Vous êtes des millions à nous suivre à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes les plateformes numériques. Je parlais au sommaire de ce journal, Tshisekedi à Belém, et dans son allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rappelé les efforts de la RDC visant la lutte contre les changements climatiques avec la création du couloir vert Kivu-Kinshasa qui représente 30% du territoire national. Conservé, en tout cas, Félix Tshisekedi rassure quant à la détermination de la RDC dans le droit qui est dans le droit chemin pour justement préserver la planète. Plusieurs initiatives déjà prises telles que la création de l'autorité de régulation du marché carbone, le programme, la forêt se noue également comme beaucoup d'initiatives prises par le gouvernement de la RDC pour promouvoir le développement durable en RDC. La ville de Belém, capitale de l'État du Pará, dans le nord du Brésil, accueille cette semaine jeudi au sommaire de représentants de 143 pays, dont près de 100 chefs d'État et de gouvernement qui sont venus participer à la 30e conférence de parties sur les changements climatiques, la COP30. C'est dans ce cadre que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce mercredi à Belém, au cœur de la forêt de l'Amazonie, pour présenter la vision de la RDC en matière de lutte contre le changement climatique. Regardez. Ici au Brésil, le chef de l'État congolais devra s'adresser au monde entier sur la vision de la RDC qui se présente comme pays solution au cœur du sommet de chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce 6 novembre 2025. Cette vision consiste à une participation cohérente, visible et efficace, assortie d'engagements financiers concrets pour la RDC particulièrement et l'Afrique de manière générale. Le président Tshisekedi entend aussi obtenir une reconnaissance renforcée du rôle du bassin du Congo et présenter un dispositif national de gouvernance du carbone clair, transparent et souverain. En marge de sa participation à la COP30, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, va rencontrer en tête-à-tête son homologue brésilien, le président Lula da Silva. Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés ici même à Belém en 2023. Ils avaient émis le vœu de créer une dynamique autour des 4 grands bassins mondiaux, à savoir le Congo, le Bornéo, Mekong et l'Amazonie. Il convient de noter que la COP30 de Belém est très attendue en termes d'attraction et des résultats. Pour le président Lula, la COP30 doit être celle de la mise en œuvre de l'accord de Paris, car depuis 2015, les pays y travaillent encore. Ils doivent aussi présenter cette année leur contribution déterminée au niveau national. La RDC représente le deuxième plus grand massif forestier au monde. Ce 155 millions d'hectares de forêts constituent près de 10% de forêts tropicales mondiales et près de 38% de forêts en Afrique.
Je le disais au sommaire, le ministre de Mines, Louatou Kabamba, est arrivé jeudi vers 2 h du matin à Lubumbashi. Là, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Aussitôt descendu de l'avion, il s'est rendu sur le site de la société minière CDM où un débordement d'influents industriels aurait touché le quartier Kassapa. Louatou est venu prendre connaissance de la situation sur le terrain et coordonner les mesures urgentes pour protéger la population et l'environnement. Depuis des amples détails avec des données Bonali dans son commentaire. Les cas de pollution de l'environnement par les entreprises minières sont devenus légion en République démocratique du Congo. Après la société Bethel Mining, située dans les territoires de Sekebanza au Congo central, c'est le tour du chinois Congo Dofang Mining, en sigle CDM, qui est accusé de déverser les eaux du bassin de retenue dans l'environnement, plus précisément dans les quartiers Jolie City, situé dans la commune annexe à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est hier matin. Oui. On a trouvé des fuites de l'eau à l'extérieur. Oui. C'est ça, c'est qu'on me dit. À l'extérieur, il y a un fuite de l'eau, de le stopper. Jusqu'à là, donc. Vous stoppez quoi? De l'eau. L'eau qui venait d'où? On m'a dit c'est. Mais d'ici comment? Je veux comprendre comment l'eau est passée d'ici là-bas. Que quelqu'un m'explique. Par quelle magie l'eau est passée? Parce que même autour de tout ce dam, normalement, le sol est damé à certaines conditions. Ouais. C'est compacté en fait. Okay. Et comment ça a passé ce compactage et c'est sorti de l'autre côté? C'est qui l'ingénieur ici? Moi, je suis un non, c'est qui l'ingénieur? L'ingénieur qui est en charge ici, où est-ce qu'il est? Vous êtes directeur général? Je veux l'ingénieur qui s'occupe de ça. Il est où? Le ministre des Mines, Louis Atoum, a annoncé la suspension de toutes les activités de CDM pour 3 mois. J'ai pris une décision. Je suspends toutes les activités minières de cette société pour une période de 3 mois dans un premier temps. Et si c'est nécessaire, nous allons prolonger cette période. Et entre-temps, cette société sera tenue de payer tous les émoluments à leurs travailleurs, normalement. Cette société sera tenue à payer tous les dégâts environnementaux, tous les dégâts qui ont été commis. Cette société sera tenue à compenser les populations qui ont été affectées. Et bien sûr, les pénalités vont suivre selon les lois de notre pays. Sur le plan écologique et environnemental, les dégâts sont énormes comme on peut les constater sur ces images amateurs. Et cette fuite d'acide dans les installations de Congo Dongfang Mining a provoqué une onde de choc dans plusieurs quartiers de Lubumbashi avec des conséquences sur le plan environnemental. Vous l'avez suivi le ministre tout à l'heure. Pour Hervé Kundolo Wakitambo, ingénieur en construction de barrages miniers, les défaillances dans les systèmes de surveillance n'est pas à exclure dans l'analyse de ces drames. Dans la gestion des résidus miniers, il y a un concept très important qui est celui qui dit que la gestion des résidus miniers consiste à la gestion des eaux. Et pour gérer les eaux, il y a de concepts très importants qui sont pris en considération, qui consistent principalement à la gestion de la revanche. Et c'est quoi la revanche? La revanche, c'est la hauteur maximale entre la crête du barrage et les niveaux auxquels se trouvent les eaux ou les liquides qui est retenu. Alors, cette distance-là doit être surveillée au quotidien. Mais dans les cas échéants, il a été certainement question d'une revanche qui n'a pas été respectée jusqu'à se retrouver au niveau où le bassin a été débordé et les eaux qui ont débordé ont certainement eu à éroder le barrage, qui a eu à céder à certains endroits. Dans ce genre de situation, il faut viser le risque zéro. Le risque zéro n'est pas certes possible, mais c'est une aspiration à laquelle on doit viser. La situation qui vient d'arriver vient de nous renforcer dans notre conviction, particulièrement à travers le projet sur lequel nous sommes en train de travailler en tant que comité congolais des grands barrages. Ce projet qui consiste à élaborer des directives pour une gestion responsable et en toute sécurité du parc à résidus miniers. Avec ces directives, nous allons mettre à la disponibilité non seulement des entreprises, mais aussi de tous les acteurs qui évoluent dans les secteurs miniers, des bonnes pratiques dans la gestion de bassins ainsi que de parcs à résidus miniers.
Quittons Lubumbashi pour de retour à Kinshasa où les pluies tombées ce jeudi dans la capitale congolaise ont de nouveau provoqué des inondations, notamment dans le quartier des Bonhommes, déjà touché comme vous le savez en avril dernier. Les habitants dénoncent l'inaction des autorités face à la récurrence du phénomène. Les promesses faites n'ont jamais été tenues, c'est ce qu'a déploré Jacques Bolébé, président de l'association du quartier voisin d'Anou, Myriam Likio. Les fortes pluies enregistrées jeudi à Kinshasa ont provoqué de nouvelles inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment celui des Bonhommes, déjà durement touché lors des intempéries du mois d'avril dernier. Jacques Bolébé, président de l'association du quartier Ndanou, voisin de la zone sinistrée, a rappelé au micro de la rédaction que l'État avait pris des engagements après les précédentes inondations restées sans suite jusqu'à ces jours. Nous attendons, nous sommes en train d'observer, mais nous serons toujours inondés. Au niveau des Bonhommes, à partir de la station, ils ont fait un canal. Donc, ça veut dire l'eau qui sort du boulevard doit nécessairement entrer pour descendre vers chez nous à la rivière, vers Ndanou. C'est déjà une catastrophe selon le plan qu'ils ont fait. Les habitants appellent à une intervention urgente des autorités urbaines afin d'éviter de nouvelles catastrophes lors des prochaines fortes pluies et demandent la mise en œuvre de solutions durables. Et la République démocratique du Congo qui s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire économique. Pour la première fois, le Fonds monétaire international va accorder plutôt un appui budgétaire direct au pays destiné à soutenir les finances publiques. Ces décaissements est attendu d'ici la fin du mois de décembre 2025 après l'évaluation de l'accord conclu entre Kinshasa et l'institution de Bretton Woods. Suivez les commentaires de Daniela Kalala. La République démocratique du Congo s'apprête à franchir une étape historique dans sa coopération avec le Fonds monétaire international. En décembre prochain, le conseil d'administration du FMI devra examiner un accord conclu avec Kinshasa, ouvrant la voie à un appui budgétaire direct d'environ 400 millions de dollars américains. Selon les ministères de Finances, il s'agira d'une première dans l'histoire du pays. Jusqu'ici, le FMI apportait principalement un soutien à la balance de paiement ou aux réserves de change, mais jamais un appui budgétaire direct destiné à renforcer les finances publiques. Sur les montants total, 280 millions de dollars seront versés au budget de l'État, tandis que 120 millions serviront à consolider les réserves de la Banque centrale. Cet appui constitue une reconnaissance internationale de la discipline budgétaire engagée par le gouvernement congolais depuis quelques années. Il traduit également la confiance du FMI dans la capacité du pays à poursuivre ses réformes structurelles, notamment dans la gestion de finances publiques, la transparence et la gouvernance. Mais au-delà de la portée symbolique, cette aide intervient dans un contexte économique marqué par de pressions inflationnistes et une forte volatilité du taux de change. L'appui budgétaire du FMI pourrait ainsi permettre à l'État de stabiliser ses dépenses sociales et de renforcer ses marges de manœuvre pour soutenir la croissance, à condition que le fonds soit bien orienté et que les réformes se poursuivent. Avec cet accord, Kinshasa entend démontrer que la coopération avec le FMI peut devenir un levier de transformation durable de l'économie congolaise et non plus seulement une source de discipline budgétaire imposée de l'extérieur. Si tout se déroule comme prévu, la RDC pourrait recevoir le fonds dès la fin décembre, un signal fort envoyé aux partenaires et aux marchés à la veille de l'année 2026. Et puis après Chikapa, chef-lieu du Kasaï, la délégation du Fonds national d'entretien routier a mis le cap sur Kenge dans la province du Congo dans la poursuite de sa campagne de communication de proximité, projet financé dans cette province. Aux côtés du vice-gouverneur de la province, ils ont visité plusieurs projets de lutte anti-érosif et de voirie tels que l'axe routier, route nationale numéro 1, PK 316, Kolonkoso, reportage de Blaise Kouzoula et Giscard Tamba. Après la tournée à Chikapa dans le Kasaï, le FONER continue de renforcer sa visibilité à travers une campagne de communication de proximité sur ses différentes réalisations et projets financés au Congo, précisément à Kenge, son chef-lieu. Jeudi 30 octobre, à l'absence du gouverneur de province, la délégation a été reçue au gouvernorat par le vice-gouverneur Rémi Saki, en présence de l'Office de voirie et drainage, l'Office de route et du bureau technique de contrôle de la province. Après avoir donné son accord, le vice-gouverneur
vice-gouverneur a accompagné ensuite le FONER dans les chantiers des projets de lutte anti-érosif et de la voirie. Des travaux d'entretien routier sur la chaussée rigide de l'avenue du gouverneur à ceux du site érosif et pomme Kapoumou, passant par le travaux de lutte anti-érosif au PK D179 plus 600 de la RN1 tronçon Kinshasa-Kikwit, puis au PK D179 plus 690 lac Bituisila à la même tronçon pour la construction de collecteurs. La visite s'est poursuivie à 45 km de la ville aux travaux d'entretien mécanisé de la RP 316 BIF RN1 Kolokoso, limite à Kouilou. Nous remercions sincèrement FONER parce que sous l'impulsion du chef de l'État et sur l'insistance de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, nous avons obtenu les financements pour pouvoir achever les travaux qui avaient été prévus. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction et beaucoup de remerciements vont à tous ceux qui sont intervenus dans ces projets. Pour Jean-Luc Kalinga-Lingué, chef de délégation du FONER, la satisfaction est bien là. La satisfaction est là, mais nous allons réitérer à l'office de la route de pouvoir achever les travaux qui sont en cours, comme l'a dit monsieur le vice-gouverneur. Les approvisionnements sont là, nous continuons à travailler. À part la pluie qui est notre contrainte, mais jusque-là, nous progressons avec nos travaux. La population de Kenge a accueilli avec joie et fierté l'évolution des chantiers anti-érosifs. L'impression est c'est vraiment de féliciter nos chefs de l'État à travers FONER. Oyo azo ko tika bisote ville ya Kenge ezalaki vraiment mawatro to lelaki mais mbala liboso to moni FONER ke akomi ko tia maboko penza na office de route na OVD po te pona ko lité pona nzela oyo vraiment FONER merci et puis tozo senga na FONER asuka wana te. C'est la toute première fois to yo ka FONER na Kenge mais to moni réalité ce ko ya FONER vraiment coup de chapeau na FONER na déjà FONER na équipe ne mobimba. Le FONER, par son directeur général Pierre Bundoki, veut renforcer sa visibilité à travers les Congo profonds et vise encore plus haut pour financer d'autres projets d'envergure dans le pays. Zola, vous êtes bonjour d'abord, vous êtes l'auteur de ce reportage. Bonjour José Jean. Vous revenez justement de cette mission, vous avez accompagné l'équipe du FONER, vous avez fait le Kassai, le Congo comme vous l'avez si bien dit dans ce reportage. Mais quels sont les projets exacts que le FONER est en train de soutenir justement, de financer pour être beaucoup plus précis dans cette partie du pays? Alors, comme vous l'aviez dit, nous avons fait une dizaine de jours entre Chikapa et Kenge, en passant bien sûr par Kikwit. C'était un voyage en route et nous étions donc allés visiter les différents chantiers du FONER qu'ils ont donc pu réaliser dans ces deux provinces. Le FONER est beaucoup plus dans la réalisation de projets de lutte anti-érosif. Vous le savez qu'en République démocratique du Congo, les érosions sont vraiment monnaie courante dans plusieurs villes, dans plusieurs quartiers, dans plusieurs provinces. Et le FONER, donc grâce à son directeur général Pierre Bundoki, est en train de financer ces projets de lutte anti-érosif, mais également de voirie. On l'a vu à Chikapa où les érosions dérangent énormément la population. Nous avons visité d'ailleurs l'un d'entre eux qui dérange le Dalo de Bondo, qui est donc situé à 110 km de la ville de Chikapa et où les érosions commencent déjà à déranger la route nationale numéro 1 et il y a une route de déviation qui est construite, donc financée par les FONER et exécutée par l'office de route pour justement pallier à ces problèmes-là. Bref, beaucoup de projets anti-érosifs qu'on a visités, notamment à Kenge, notamment là nous sommes d'ailleurs à Chikapa. J'ai parlé du Dalo de Bondo qui est en train d'être réhabilité. Là on vous voit avec le gouverneur de la gouverneur province Crispin Mukendi justement. Kassai justement. Oui. Mais par exemple les Kassai, vous parlez justement de financement de travaux anti-érosifs et aujourd'hui les FONER et sur tous les fronts. Mais qui sont ces entreprises qui accompagnent ce Fonds national d'entretien routier pour réaliser tout ce projet? On voit c'est gigantesque, on a suivi dans le reportage, on salue l'œuvre du FONER, mais il semble qu'il y a beaucoup à faire encore justement dans cette contrée du pays. Justement, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux encore à réaliser. Si on compte le nombre d'infrastructures
le nombre de voiries qui sont encore en mauvais état, le nombre de projets de lutte le nombre des érosions, on va dire, qui sont également en mauvais état. Le FONER qui travaille toujours en partenariat avec l'Office de voirie et drainage, l'OVD, et qui travaille, là nous sommes au Kasaï, à Tumbamouina Mwanza, pour être un peu plus clair, où un ravin a failli emporter tout un quartier, mais grâce aux efforts du FONER, au financement du FONER exécuté donc par l'Office de voirie et drainage, on l'a vu. Il y a également l'Office de route qui accompagne le projet. Tous ces projets sont donc, on va dire, accompagnés ou coordonnés par le bureau technique de contrôle, qui est donc l'organe qui fait en sorte qui certifie la certification de la qualité, des ouvrages qui va être fait. Alors aujourd'hui, on va terminer exactement par là en une seconde. Le FONER, oui, c'est un fonds d'entretien routier créé depuis 2008. Aujourd'hui, le FONER semble vouloir aller un peu plus loin avec le fonds de troisième génération, et qui va consister justement à permettre à ce que ce qui est le travail du FONER qui est cantonné dans l'entretien puisse être justement un travail qui va aller même au-delà de la réhabilitation, même des constructions de routes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est ça l'enjeu maintenant en termes de ce qui va être fait justement sur le terrain, au-delà de ce que vous voyez dans le pays où il y a des difficultés pour l'accomplissement de l'entretien des réseaux routiers congolais? En tout cas, le FONER est très clair. Le FONER est aussi ouvert à tout projet de construction, que ce soit de voirie ou bien même de projet de lutte anti-érosif. Le chef de délégation, Jalik Kalingaling, l'a dit dans l'un de ses messages que tous les projets sont le bienvenu et seront donc étudiés toujours dans l'optique de pouvoir faire en sorte que le Congo profond soit modernisé. Merci beaucoup, Blaise Kouzola. De retour du Kasaï central, Kasaï tout court, et puis les Kouango. Vous avez fait une dizaine de jours pour nous rapporter ces informations. Merci, on se retrouve avec vous, peut-être dans le couloir pour poursuivre les discussions, les débats justement. Et le centre Carter qui salue les efforts du gouvernement souminois dans l'amélioration du bien-être de population et la promotion des droits de l'homme. On visite à la primature la directrice générale du centre, Pej Alexandre, a échangé avec la première ministre sur la gouvernance minière, le droit humain et le progrès, les prochaines élections de 2028 en RDC. C'est un reportage de Domomat. La première ministre Judith Suminwa a reçu ce mercredi la directrice générale du centre Carter, Pej Alexander, venue réaffirmer l'appui de son organisation à la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Nous avons pu parler des programmes du centre Carter en RDC et en particulier du travail que nous faisons sur la transparence et la redevabilité des élections. Nous avons un œil sur le calendrier électoral des élections de 2028. Au centre de leur échange également, la préparation du processus électoral de 2028, mais aussi la stricte application du code minier, un impératif pour un meilleur partage des richesses issues des ressources naturelles. Donc nous avons beaucoup parlé des entreprises qui arrivent aujourd'hui en RDC et notamment du besoin pour ces entreprises de signer et d'exécuter les cahiers de charges qui sont un prérequis du code minier et qui sont porteurs d'un partage des richesses envers les populations congolaises. Les centres Carter, présents en RDC depuis près de 20 ans, saluent le modèle de gouvernance de la première ministre et son engagement en faveur du développement durable et des droits humains. Nous pensons que la démocratisation et le fait d'avoir un appareil politique démocratique est nécessaire pour assurer le développement et nous continuons aujourd'hui de soutenir le processus de démocratisation, les droits humains des populations congolaises et de reconnaître les efforts du gouvernement de la RDC en ce sens. Un partenariat renforcé entre Kinshasa et le centre Carter dans la perspective d'une gouvernance plus transparente et inclusive au service du peuple congolais.
Et la paix, cette fois-ci, la paix à l'est du pays qui était au centre du débat dans la matinée lors de la matinée d'information et du lancement officiel du sommet parallèle de femmes congolaises qui a eu lieu ce jeudi 4 novembre à l'Institut des musées nationaux de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes à Kinshasa justement, placé sur les thèmes appui aux droits et aux efforts institutionnels pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC et relance du développement équitable dans l'ensemble du pays. Cette matinée a rassemblé différents acteurs, notamment les autorités congolaises et la société civile. Reportage de Rosiane Chiyoyo et Eli Kabea. Ouverte par l'hymne national, symbole de l'unité en RDC, dans la salle de l'Institut des musées nationaux de la RDC, le collectif des Asbel, des femmes congolaises, en partenariat avec l'intelligence territoriale Australia, Racine et Avenir Belge, avec le soutien des élus français et belges d'origine congolaise, a réuni plusieurs femmes dans le cadre de la diplomatie citoyenne et féminine afin d'informer à propos des initiatives que le collectif vise à mettre en place pour plaider en faveur des femmes victimes de la guerre à l'Est. La coordonnatrice du collectif a tenu à rappeler que ce sont les femmes et les jeunes qui sont les premières victimes de la guerre de l'Est de la RDC et appelle les femmes à se lever pour cette cause. Notre force réside dans notre unité. En nous tenant la main, en partageant nos expériences, en nous soutenant mutuellement, nous allons créer un mouvement qui ne pourra plus être ignoré. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique de devenir les porte-parole de la paix au niveau national qu'international. En influençant le dialogue, en plaidant pour des politiques qui protègent nos droits et en construisant un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour nos enfants. Soyons les actrices de ces changements en utilisant nos voix, nos expériences et notre détermination pour faire entendre notre message. Les invités qui ont pris part à cette activité n'ont pas manqué de saluer cette initiative, plus particulièrement Jeannette Kavira, députée nationale, élue du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, qui a encouragé les femmes à être au centre d'un dialogue construit par elles-mêmes. Peut-être que si les femmes se lèvent aujourd'hui et prennent leur bâton de pèlerin pour aller à l'Est, à l'Ouest, partout la paix peut se faire et aller crier, faire des plaidoyers à Doha. Parce que c'est à Doha que les choses sont en train de piétiner. Il faut aller à Doha. Une guerre ne se termine pas par la bouche. Ceux qui sont en train de nous agresser sont sur l'intelligence. Le 5 novembre 2025, Pullman a accueilli le vernissage de 2 ouvrages du docteur Silas Minele Makangu, pasteur et expert en leadership congolais. Ce livre, Le chef et la République démocratique du Congo, entre impuissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence, plaide pour un leadership éclairé et propose une définition du potentiel du pays sur la scène internationale. Connu à la fois comme pasteur et expert en leadership, le docteur Silas Makangu, auteur congolais, a attiré de nombreux invités, tous désireux de découvrir ses œuvres. Les livres présentés, Le chef et la RD Congo, entre puissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence, offre une analyse pertinente des défis auxquels le pays est confronté sur la scène internationale. Dans Le chef, le docteur Makangu examine le rôle du dirigeant congolais dans la gestion des affaires publiques. Il souligne l'importance d'un leadership fort et visionnaire pour guider le pays vers un avenir meilleur. Son second ouvrage, La RD Congo, entre puissance et déni de puissance pour une politique étrangère d'intelligence, aborde des perceptions souvent négatives qui entourent la RDC. L'auteur
Il rappelle que le pays possède un potentiel énorme, souvent sous-estimé. Il appelle à une réévaluation de la politique étrangère congolaise et plaide pour une approche plus proactive et intelligente afin de faire entendre la voix de la RDC dans le monde. Cet événement n'a pas seulement célébré la publication de ses livres, mais a également ouvert un dialogue important sur le rôle de la RDC dans les relations internationales. Les réflexions du Dr Makangu invitent ainsi à repenser la gouvernance et à envisager un avenir plus prometteur pour le pays. Et l'actualité également, c'est en dehors de nos frontières. Tout de suite, la page internationale. Et la page internationale qui nous amène en Algérie où l'agriculture qui contribue à la hauteur de 13% au produit intérieur brut et emploie environ 9% de la population active. Le gouvernement qui souhaite rehausser les niveaux de la production locale pour réduire la dépendance aux importations renforce justement son appui au secteur. Regardez. Le gouvernement a autorisé des engagements de dépenses publiques d'un montant total de 767,2 milliards de dinars pour le secteur agricole dans le cadre du projet de loi de finances 2026. C'est ce qu'a annoncé Yassine El Madi Oualid, ministre de l'Agriculture, le lundi 3 novembre lors d'une séance d'audition devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Globalement, le budget annoncé s'affiche en hausse de 4% par rapport à l'enveloppe qui est allouée dans le cadre du PLF 2025. Selon les détails relayés par Algérie Presse Service, ce budget prévisionnel sera consacré à hauteur de 90,25% au programme dédié à l'agriculture et au développement rural, 6% au programme forestier, à l'administration générale, tandis que le reste sera consacré à la pêche et à l'aquaculture. Les données évoquées par le ministère de l'Agriculture situent par exemple le rendement annuel moyen de céréales à 1,8 tonnes par hectare, soit un niveau 2 fois plus bas que la moyenne mondiale. À cela s'ajoute, entre autres défis, la faiblesse des chaînes de froid et de stockage identifiée comme principale cause de perte post-récolte qui concerne entre 20 et 30% de la production agricole chaque année, ou encore le taux d'utilisation des techniques d'irrigation modernes qui ne dépasse pas 15% des superficies irriguées alors que le pays est confronté à une baisse des ressources hydriques due à une sécheresse structurelle aggravée par le changement climatique. Dans le pays d'Afrique du Nord, la facture consacrée aux importations alimentaires en 2024 a augmenté de 10,66% pour atteindre 10,97 milliards de dollars selon les données compilées par la Banque centrale du pays. D'après l'institution financière, les moteurs de cette croissance ont été la viande, les légumes, notamment les légumes secs, ainsi que les céréales, blé et orge. Le prix de l'or sur les marchés internationaux a augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année, se négociant à plus de 4 000 $ à l'once, alors que la production de la mine d'or malienne Fekola est également en hausse. B2 Gold a déjà dépassé, elle, l'ensemble de revenus générés en 2024. Regardez. B2 Gold a annoncé mercredi 5 novembre des revenus de 472,58 millions de dollars générés à sa mine d'or malienne Fekola au cours du troisième trimestre 2025. Cela représente une hausse de 142% en glissement annuel porté à la fois par l'augmentation des quantités vendues et celle du prix du métal jaune. Les volumes d'or vendus au cours de la période ont en effet progressé de 74% pour atteindre 137 360 onces, soutenu par une hausse de 88% en glissement annuel de la production. La compagnie n'a pas détaillé les raisons de cette progression au troisième trimestre, mais elle peut s'expliquer par une quantité plus importante de minéraux traités combinés à une teneur en or plus élevée. B2 Gold a enregistré dans le même temps un prix de vente moyen de 3 440 $ l'once,
soit une hausse de 39% en glissement annuel. Au cours des 9 premiers mois de l'année, la production d'or de fécola a atteint 367 049 onces pour des revenus de 1,1 milliard de dollars, soit 16% de plus que l'ensemble des revenus 2024. B2 Gold prévoit une production d'or comprise entre 515 000 et 550 000 onces en 2025. L'actualité également sur la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Forum de ZAS ouvre cette revue en revenant sur la décision du gouvernement congolais transmise par le ministre de l'Intérieur et Sécurité de suspendre toute pétition et motion pendant cette période de guerre. Cette mesure, rappelée au bureau des assemblées provinciales le mercredi 5 novembre, intervient dans un climat d'instabilité institutionnelle marqué par la destitution récente de plusieurs gouverneurs et président d'Assemblée. Le gouvernement cherche ainsi à préserver la cohésion nationale face aux défis sécuritaires persistants. Cette préoccupation sécuritaire trouve écho dans les colonnes de l'agence congolaise de presse ACP qui rapporte la tenue à Kinshasa de la deuxième réunion des experts de la défense de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le lieutenant général François Kabamba y a exhorté les participants à œuvrer pour la stabilité, rappelant que la République démocratique du Congo continue de subir des attaques dans sa partie est, générant des dégâts humanitaires très importants. Cette rencontre précède celle des chefs d'état-major généraux appelés à renforcer la coopération militaire régionale. Dans cette même dynamique de consolidation de la sécurité, Info 27 informe que plus de 200 militaires de l'unité spéciale Tigre ont achevé leur formation au centre d'instruction de Diango sous la supervision des casques bleus de la MONUSCO. Cette formation intensive d'un mois a permis aux soldats de perfectionner leur tactique de combat, leur maniement des armes et leur technique de survie, tout en intégrant le principe du droit international humanitaire afin de mieux protéger les civils lors des opérations. Pendant que le front sécuritaire reste actif, le front économique n'est pas en reste. La référence plus met en avant le propos du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, lors de la conférence annuelle des Glencore DRC. Il a révélé que près de 40 milliards de dollars américains d'investissement ont été réalisés grâce au progrès de la gouvernance minière. Ces avancées, reconnues par le Fonds monétaire international, ont permis à la RDC d'obtenir un appui financier de 3 milliards de dollars américains, preuve que la stabilité économique peut accompagner les efforts de paix et des réformes. De son côté, la prospérité annonce la disponibilité de l'Union européenne à accompagner le gouvernement congolais dans la réalisation du projet de couloir vers Kivu-Kinshasa, infrastructure censée relier l'Est et l'Ouest du pays. Bruxelles appelle à l'ouverture d'un couloir humanitaire dans la région, incluant la reprise des vols humanitaires. Enfin, Géopolice Hebdo close cette revue avec un entretien approfondi avec Christian Dimitrou, président de l'Union pour la diplomatie économique bilatérale, en marge de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue à Kindu. Puis, la diplomatie économique bilatérale doit devenir un moteur de la transformation minière de la RDC. L'UDEB se veut un catalyseur des partenariats structurants entre le secteur privé, les institutions publiques et les investisseurs étrangers. Dimitrou défend une diplomatie économique fondée sur la transparence, la formation et la transformation locale afin de faire de la RDC non seulement une puissance minière, mais un hub industriel et commercial compétitif au cœur de l'Afrique. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est avec cette revue de presse de Domomat que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. À la une de l'actualité, la ville de Belém, capitale de l'État du Pará dans le nord du Brésil, qui accueille cette semaine de représentants de 143 pays, dont près de 100 chefs d'État et de gouvernement, venus participer à la 30e conférence de pays sur les changements climatiques, la COP30. C'est dans ce cadre que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé la nuit dans cette ville du Brésil pour présenter la vision de la RDC dans ce secteur de la gestion de l'environnement. Les drames à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, le
eaux potentiellement contaminées en fuite du bassin des résidus miniers de la firme SEDEM. Louatum Kabamba, ministre de Mines, est arrivé sur place pour annoncer des sanctions contre les responsables de cette faillite. Vous avez suivi également dans cette édition d'information. Et au Mali, le prix de l'or sur le marché international a augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année 2025. Se négociant à ce jour à plus de $4 000 l'once, alors que la production de la mine d'or malienne Fekola est également en hausse. B2 Gold a déjà dépassé l'ensemble de revenus générés en 2024. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.